Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo réaction aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment qu'on n'en a plus fait, donc je me suis dit allez on y va, on va se lancer sur cette vidéo réaction. Et c'est une vidéo qui parle des effroyables histoires de plongeurs. Alors moi personnellement je suis allé plonger 2-3 ans. J'ai aussi le brevet, le premier brevet d'une étoile. Et donc ça m'intrigue, cette histoire ça m'intrigue parce que, enfin ces histoires, parce qu'il y en a plusieurs, ils m'intriguent et j'ai hâte de voir tout cela. Donc de voir aussi les choses effrayantes, etc. Franchement, j'ai hâte. Et voyons voir qu'est-ce qui nous attend, hein. Je suis vraiment, j'ai envie de dire, intéressé à cela. On est sur la chaîne de Tony, donc si vous le souhaitez peut-être le suivre, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Bref, on va maintenant regarder cette vidéo, j'ai hâte. Voyons voir toutes ces histoires effrayantes. Est-ce Let's que vous go. saviez que vous pouviez aller en quelque sorte dans l'espace tout en restant sur Terre? Du moins en allant sous l'eau, en profondeur. Aller à des Ouais. profondeurs abyssales est un peu du même niveau de dangerosité que d'aller dans l'espace. On va dire comme ça, c'est pas aussi dangereux si tu t'y tiens aux, comment dire, aux règles. On va dire ça comme ça. Si tu t'y tiens aux règles comme il faut, si tu fais les choses correctement, à mon avis, dans l'espace, c'est la même chose. Il n'y a rien qui va se passer. Après, bien sûr, si tu commences à faire un peu le con, j'ai envie de dire ça comme ça, ou que tu affrontes un tout petit peu, comment dire, les peurs, on va dire ça comme ça, ou si tu veux faire un peu le badass, ah, regarde, moi je peux faire ça, ça peut être très dangereux. Ça, je donne absolument raison. Un pesanteur. Sauf que comme le disait un plongeur professionnel, si vous allez dans l'espace, vous finirez un jour par retomber sur Terre. Mais si vous allez à 270 mètres de profondeur, vous ne ressortirez peut-être jamais. Et j'ai récemment parlé à une connaissance, un scanner Alors, 270 mètres, je tiens quand même à vous dire que c'est impossible d'y arriver, hein, avec les trucs de plongeur. Ah, mais je le dis, hein, pas que vous pensez que vous pouvez aller à 300 mètres, plonger tranquille, cool peinard, hein. Donc, je pense, grosso modo, entre 50 et 60 mètres. C'est vraiment le maximum que tu pourrais y aller. Et il faut vraiment que tu sois bon, hein. Parce que, attention, plus profond tu vas, plus d'air tu utilises. Et donc, plus rapidement, ta bouteille d'oxygène se vide. Donc, ici maintenant, il parle d'un cas de 200 et quelques mètres. Comment il est arrivé? Ça, c'est ma question. Mais regardons. Fandrier, un plongeur hyperbare, qui m'a fortement conseillé de vous parler de certaines histoires qui se sont produites à des centaines de mètres de profondeur. Ces histoires, je les ai toutes lues, je les ai compilées pour vous, et ça m'a fait très peur. Du moins, ça m'a Ok. donné la chair de poule parce que vous n'imaginez pas ce qui s'est produit dans certains récits. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est peut-être la limite physique de ce que l'humain peut supporter, car beaucoup n'en sont jamais revenus et dans des circonstances abominables. Bon, dans le monde, Oui, parce que c'était dangereux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on se tient aux règles, ça va, c'est cool. Tu fais tu vas plonger, tu fais allez, 30, 40 mètres. Hein, ou même 25, 30, c'est là où tu vois, on va dire, le plus de poissons d'ailleurs dans la mer, hein. Euh, Après, bien sûr, tu peux faire, on va dire, le con, on va dire ça comme ça. Tu peux aller à 50 mètres. Ok. Mais comme je vous ai dit, plus profond tu vas, plus d'air tu perds, plus vite se vide ta bouteille. Et après, pour remonter, c'est pas que tu es à 50 mètres, bim, tu remontes, hop, allez, salut, je m'en vais. Non, là, il faut vraiment faire des pauses de 5 minutes, remonter un tout petit peu, refaire une pause de 5 minutes, vraiment pour que quand tu arrives en haut, tout est zen. Parce qu'attention, si vous êtes à 50 mètres sous l'eau et que vous, on va dire, allez tout de suite en haut, c'est très dangereux déjà pour vos poumons qui pourront éclater
et aussi vos oreilles. Et oui, parce qu'à cause, on va dire, de la forte pression qu'il y a sous l'eau, vous risquerez aussi de ne plus entendre. Vous pourriez éclater vos oreilles. Donc ça aussi, et j'imagine que les histoires effrayantes parlent justement de ça. On estime qu'il y a à peu près 20 millions de plongeurs certifiés. On estime aussi que 500 à 1000 plongeurs meurent chaque année dans le monde. Ce qui fait l'un des travails et des loisirs les plus risqués. Non, parce que si on compare ça avec la pétanque, on voit bien le delta de dangerosité entre les deux. Vous me direz, une boule ça n'a rien à voir. de pétanque dans la tronche, ça fait mal. Bref, l'accident le plus fréquent en plongée est l'accident de désaturation, qui est aussi appelé de décompression. Des gaz dissous. C'est ce que je viens de vous dire. Alors c'est généralement de l'azote ou de l'hélium, eh bien ils quittent leur état soluble et forment des bulles de gaz à l'intérieur du corps. C'est des bulles de gaz qui vont aller se loger soit dans votre oreille, soit dans votre cerveau, ou même dans votre colonne vertébrale. Donc là, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Ensuite, vous avez le barotraumatisme grave. Ça va créer des lésions tissulaires qui est provoquée par une variation de pression. Donc en fait, vous avez littéralement vos tissus qui éclatent. Vous avez aussi en plongée l'accident cardiovasculaire d'immersion, ou œdème pulmonaire d'immersion. En fait, c'est une accumulation subite de liquide dans les poumons. Et vous allez voir que dans cette vidéo, même les plongeurs les plus expérimentés... Je viens de vous le dire, hein, seulement que là, maintenant, c'était expliqué plus efficace, mais c'est ça ce que je viens de vous le dire il y a 5 minutes, avec la pression, etc., etc. Les meilleurs du monde, la crème de la crème, eh bien, ils ne sont pas épargnés pour autant. Ça peut arriver à tout le monde. Absolument. Dave Shaw et le Bushman Hole. Le Bushman Hole, qui est désormais appelé le gouffre de Bosmanga, en fait c'est une grotte sous-marine d'Afrique du Sud qui est connue pour sa profondeur exceptionnelle de plus de 280 mètres. Il faut descendre un dénivelé de 60 mètres pour atteindre l'eau. Et c'est la troisième grotte d'eau douce la plus profonde au monde. Au fil des ans, de nombreux plongeurs expérimentés ont été attirés par le défi de parcourir ces eaux anciennes de plus de 3 millions d'années. Cette grotte sous-marine est considérée comme l'une des plus difficiles et des plus dangereuses au monde. Son entrée est très étroite et son gouffre est extrêmement profond, comme je vous l'ai dit. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu beaucoup d'histoires tragiques qui s'y sont passées. Mais en fait, cette réputation mortelle n'arrête pas pour autant les plus courageux, notamment les plongeurs Denon Dreyer et David Shaw. Et pour cette histoire, on est le 17 décembre 1994, c'est là que tout a commencé. Denon Dreyer vient de se noyer dans le Bushman Hole à l'âge de 20 ans. Il s'entraînait à faire de la plongée avec ses amis lorsqu'il a perdu la vie. Ils s'entraînaient. Ah ouais. Alors déjà pour commencer, c'est le lieu le plus dangereux et il va là pour s'entraîner. Oh punaise. Selon les récits de ceux qui ont plongé avec lui, Dreyer a été perdu lors d'une montée à environ 50 mètres de la surface. Ils en ont conclu que Dreyer avait probablement perdu connaissance à cause de l'hypercapnie. Alors l'hypercapnie, c'est un essoufflement qui se déclare par un excès de gaz carbonique dans l'organisme. En gros, vous vous intoxiquez avec du gaz carbonique, du CO2. En profondeur, le dioxyde de carbone est absorbé dans la circulation sanguine beaucoup plus rapidement et plus facilement. Là, on est 2 semaines après la mort de Dreyer, ce jeune de 20 ans. Son père Théo a réquisitionné un petit sous-marin télécommandé utilisé par la société minière De Beers, dans l'objectif évidemment de repérer la dépouille de son fils. Il trouve effectivement le casque de plongée de son fils au fond du gouffre. Il passe des heures à chercher avec ce petit sous-marin, mais il ne trouve pas le corps de son fils. Et là, 10 années vont se passer, on ne retrouve absolument pas le corps de ce jeune Dreyer. Ce jeune garçon de 20 ans qui a plongé et qui n'est jamais remonté. Nous sommes donc en octobre 2004. Dave Shaw, qui est un plongeur australien de l'extrême, très aguerri et très technique, est avant tout pilote de ligne. Et il s'apprête à battre le record mondial de profondeur en plongée dans la noirceur. Mais regardez combien de bouteilles il a sur lui. Hein. Et encore, je pense... Ben non, je ne sais pas si cette photo a été prise là. Mais je pense aussi que quand il parle de plongeurs expérimentés, je pense que ils ne vont pas utiliser l'air normal. Parce qu'attention, on peut aussi utiliser du hélium. Avec l'hélium, tu peux aller plus profondément. Mais attention, là aussi, c'est encore plus dangereux. Moi, je n'ai jamais vu ce truc-là parce que, voilà, comme je vous ai dit, je suis brevet première étoile. Donc, ce genre de choses avec l'hélium, etc., je n'ai pas le droit d'utiliser. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus le droit d'aller plus que 20 mètres sous l'eau. C'est moi pour vous dire, pour vous expliquer un tout petit peu. Donc là, s'il me parle de plongeur expérimenté, j'imagine qu'il a le brevet maître. Et donc, il peut utiliser tout ce genre de technique pour aller plonger.
Bushman Hall, ce fameux gouffre où 10 ans auparavant, un jeune homme de 20 ans n'est jamais remonté. Évidemment, ce qu'il ignore, c'est que le jour où il va battre ce record, du moins essayer, eh bien, ça va se passer différemment. Dave descend palier par palier le gouffre, jusqu'à atteindre l'obscurité totale et le silence glaçant des profondeurs du Bushman Hall. D'accord. Il se retrouve donc à 270 mètres de profondeur. À un moment, Dave aperçoit quelque Ce que je dis, c'est avec du hélium. chose de bizarre tout au fond, et ce n'est clairement pas de la roche. Et là, il est horrifié parce qu'il comprend tout de suite que c'est un corps qui est allongé dans le limon à 270 mètres de profondeur. Dave vient de Comment ça se fait que l'autre, avec le sous-marin, et quand même un sous-marin, hein, à part si ce sous-marin ne pouvait pas aller aussi profond, attention, n'a pas réussi à trouver le corps de son fils, et le plongeur normal, il le trouve. Easy, bro. Ah ouais, non, mais je te trouve. tomber sur les restes du jeune homme qui avait disparu il y a 20 ans. Le corps de Dreyer est étendu là, dans sa Les vraies combinaison, images. sur le dos et les bras qui flottent encore vers le haut. Ce jour-là, Dave, il est incapable de récupérer le corps parce qu'il n'a pas assez d'oxygène et pas assez d'équipement. Faut bien savoir que plus on reste à une profondeur élevée longtemps, plus le temps de décompression, donc le fait de remonter avec des paliers, sera long. Ici, à 270 mètres de profondeur, Ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, je vous ai expliqué, là maintenant c'est à 200 et quelques mètres, donc à 200 et quelques mètres, il faut plus longtemps pour monter. C'est pas une chose de 5 minutes, allez hop, je monte, allez, ciao. Non, plus profond tu vas, plus de pauses tu dois faire pour décompresser. Et c'est là, en fait, j'ai envie de dire, où tu dois être le maître de l'art. J'ai envie de dire ça comme ça, où tu dois vraiment, vraiment gérer ton air. Parce que là, c'est là le truc crucial. Parce que si tu vas profond et que tu as utilisé presque tout ton air et tu veux monter et que tu dois faire des pauses, ça pourrait être très risqué parce que tu n'as plus d'air qui te reste justement pour pouvoir monter. Et c'est là, putain, à 200 et quelques mètres, je me dis, soit il est très très fort à garder son air, c'est-à-dire à vraiment pas... comment dire, à dépenser son air inutilement, on va dire ça comme ça, que c'est vraiment quelqu'un qui est zen, cool, qui prend un tout petit peu d'air, qui n'a pas besoin beaucoup de... Hein. Parce que si c'est quelqu'un qui utilise beaucoup d'air, hein, attention, ça peut être fatal. Hein. À 200 mètres, faire... je ne sais même pas combien de pauses il doit faire. Hein. Je ne vais pas en abuser, mais grosso modo, je pense qu'il devrait en faire au moins 10 à 15 pauses pour arriver en haut. profondeur, chaque minute que vous passez à cette profondeur rajoute 1 heure de palier de décompression. Vous restez Ça aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est pas vous vous arrêtez 5 minutes, vous pouvez monter. Les 5 minutes, c'est seulement quand vous êtes dans une profondeur de 20 minutes, de 20 mètres, 15 mètres. Alors oui, tu montes à 5 mètres, tu attends là 5-10 minutes et après tu remontes à la surface. Mais quand tu es à 200 mètres, c'est pas la même chose. 10 minutes par exemple à 270 mètres de Voilà, regardez. profondeur, il vous faudra 10 heures de palier de décompression. C'est 10 heures. 10 heures. long. Donc c'est là qu'il y a toute une logistique parce qu'il faut assez d'oxygène, il faut assez de bouteilles, il faut Ce que je viens de assez dire. d'équipement. Bref, on parle quand même de remonter un corps qui gît là à plus de 270 mètres de profondeur et en plus dans l'eau. Ouais, ça serait mortel parce que tu as le poids en plus. Ça serait impossible de réussir dans ces circonstances-là. Il tente quand même de remonter le corps en enroulant ses bras autour de lui pour voir comment ça se passe. Mais les bonbonnes d'oxygène de Dreyer sont solidement bloquées dans la boue. Et Dave ne parvient pas à le déloger. Le problème là, c'est que Dave prend donc du retard sur sa remontée et sa décompression. Il faut qu'il parte tout de suite, parce que chaque minute, c'est 1 heure de plus. Sauf que lui, dans ses calculs d'équipement, il n'a pas forcément pensé à rajouter 5 heures. Mais il va quand même prendre le temps d'attacher une bobine sur le corps de Dreyer pour qu'il soit de nouveau retrouvé facilement. Dave, après sa découverte, il a déjà en tête d'y retourner pour aller voir ce corps. Lorsque Dave est à 121 mètres de la surface dans sa remontée, il croise son camarade Don Charley, qui l'assiste et il lui écrit sur une ardoise de plongée « Corps trouvé à 270 mètres ». Vous imaginez, vous êtes en plongée avec votre ami, vous le voyez revenir de la noirceur des profondeurs, et sur sa tablette, il met « J'ai trouvé un corps ». Lorsqu'il remonte à la surface et que la découverte devient publique, il est remonté à la surface quand même. Ah ouais, badass le mec. Ah ouais, chapeau. Moi, je croyais qu'il y aurait eu un crime là. Moi, je croyais qu'il ne réussirait pas à monter parce qu'il n'a pas bien calculé
le temps pour remonter. Parce qu'il avait dit, tout au début, il a tenté d'essayer le record. Alors j'ai pensé, il y est resté alors, parce que c'est bizarre. Alors il est remonté. Ah ouais. Appelle les parents de Dreyer et leur promet qu'ils retourneraient chercher les restes de leur fils. Non, moi ça j'aurais pas fait. J'aurais pas fait parce que là, ça serait peut-être le moment de dire au père, écoute, t'as déjà pris ton sous-marin là, bah prends un sous-marin qui va jusque là, hein, et qui va te chercher parce que tu me casses les bulles. Pourquoi c'est moi qui dois aller Attends, c'est trop risqué. À mon avis, là il y est resté. Dave, c'est un grand challenger, et en fait, la récupération de ce corps à une telle profondeur, eh bien, ce serait un record du monde en plus. Ce serait la récupération la plus profonde de corps en plongée. Les gens qui veulent challenger et faire des scores, c'est ceux les plus dangereux. Ramener le corps de Dreyer, qui est aussi profond. Le cas va être étudié par beaucoup d'experts, et chacun va donner son avis. L'idée, en fait, c'est que le corps soit récupéré sans qu'il tombe en morceaux, parce que ça fait 10 ans qu'il est sous l'eau, je vous rappelle. Dave, lui, va préciser comment est le corps de Dreyer. Il dit avoir vu juste un os et aucune chair. L'équipe a donc prévu que Dave... Donc le masque a été retrouvé par le sous-marin qui était à 270 mètres, le masque. Et il n'a pas trouvé le corps. À mettre le squelette dans un sac mortuaire en respectant une méthodologie bien précise. Et ce fameux sac, en fait, il va être fabriqué par la femme de Dave. L'analyse de cette récupération de corps va mettre plus d'1 mois, et Dave s'entraîne avec Don à plusieurs reprises. On est le 8 janvier 2005. Dave et son camarade Don sont sur le point de redescendre dans le Bushman Hall. Ils ne seront pas seuls pour une plongée aussi risquée et inédite. Don, qui est à la base prof de plongée, fait appel à ses meilleurs recrues pour les seconder. En tout, ils vont être 8 plongeurs aguerris à s'engouffrer dans le Bushman Hall. Et c'est très important de comprendre comment doit se passer la plongée, parce que c'est toute une organisation. Dave absolument. Ira à 270 Chaque mètres. plongée, n'importe où vous allez, c'est la première truc que tu dois faire, c'est l'organisation. Ne jamais aller plonger sans un plan. Ça, c'est déjà ça, c'est très risqué. Surtout quand on parle de 200 et quelques mètres. Ça doit être hyper badass à vraiment compter chaque pas, chaque truc que tu fais, comment tu le fais, etc. Parce que ça pourrait être très dangereux. Et là, c'est bien en fait parce qu'ils sont plusieurs. C'est-à-dire qu'ils vont certainement se positionner, chaque tel mètre, ils vont se positionner pour que dans le cas où ils n'auraient peut-être pas d'air, ils pourraient leur aider. Mais encore, même comme ça, c'est risqué. Pour 12 heures de décompression, c'est-à-dire qu'il va mettre 12 heures à remonter. C'est lui qui va récupérer le corps à 270 mètres. Et il devra faire 12 heures de décompression, donc il mettra 12 heures à remonter à la surface pour éviter qu'il y ait des bulles de gaz qui se forment dans son sang. Don, lui, ira à 220 mètres pour 10 heures de décompression. Mark et Dusan seront à 150 mètres pour 5 heures de décompression. Peter et Lo seront à 120 mètres pour 3 heures de décompression. Stéphane ira à 80 mètres pour 2 heures de décompression. Et Truwin sera à 40 mètres pour 50 minutes de décompression. Dave, lui, qui est tout au fond, il peut pas prendre le corps et remonter. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en quelque sorte se relayer avec le corps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va passer, il va passer le corps à l'autre, il va passer le corps à l'autre, etc., etc. Cette méthode, elle va permettre à chaque plongeur de ne pas s'épuiser et de respecter les temps de décompression à la bonne profondeur. Des bonbonnes d'oxygène seront placées tout le long de la ligne, sur les différents paliers jusqu'au fond, dans le cas où des plongeurs en aient besoin. Et Don et Dave, ils vont dire aux plongeurs lors de la préparation, si Dave n'y arrive pas, je n'y arriverai pas. Nous en resterons là. C'est la fin de l'histoire. On ne veut pas être remonté. Ne risquez pas vos vies. Mais retournons au grand jour. À la surface, l'équipe se met aussi au boulot. Le stress monte, on installe l'équipement technique, on check tout, absolument tout. Dave vérifie sa combinaison, son équipement et met pour l'occasion un casque de plongée avec une caméra. Normalement, il plonge jamais avec une caméra, mais là, il veut tout enregistrer. Il fait même usiner sur mesure un caisson en aluminium pour sa caméra. Un caisson hyper barre, évidemment, parce qu'à 270 mètres, faut que ça résiste. En parallèle, les parents de Dreyer sont sur le point d'arriver. Les parents de Dreyer, c'est les parents du corps du jeune homme de 20 ans qui a 270 mètres depuis 10 ans. Donc, badass, eux aussi, cette histoire. Veulent assister à la récupération de leur enfance, ce qui est normal. Et c'est là que tout va commencer. Dave va partir le premier sur les 8 plongeurs, ce qui détermine le lancement du chrono. Don le suit quelques minutes plus tard et il sera suivi des 6 autres. Dave continue sa descente et réussit une nouvelle fois l'exploit d'atteindre le fond du Bushman Hall et rejoindre le corps de Dreyer. Il doit le mettre dans le sac sans attendre et rejoindre Don. Il peut rester seulement quelques minutes à 270 mètres de profondeur, c'est hyper important. Chaque minute qu'il perd, c'est 1 heure en plus de décompression, donc il peut pas se permettre trop longtemps non plus. En parallèle, Don commence bientôt à atteindre son palier de 220 mètres
pour réceptionner le corps. Mais déjà, quelque chose le dérange. Il ne voit pas les bulles de Dave remonter vers la surface, alors que normalement, il devrait être dans le coin déjà. Il ne voit pas non plus les lumières de son comparse qui est en dessous de lui et qui doit arriver avec le corps. Il n'y a rien du tout. Et là, il se dit... c'est pas normal. Don, il va comprendre que Dave a un gros problème en bas. Et là, Don, il va faire quelque chose qui était absolument pas prévu, c'est-à-dire qu'il va vouloir rejoindre Dave à 270 mètres pour voir ce qui se passe. Normalement, il devait pas descendre, il devait attendre que Dave lui amène le corps, remonter pour le donner au prochain. Il suit la ligne et descend. Il descend très vite. Et là, d'un coup, Don, il entend qu'un élément essentiel de son équipement vient de se briser sous la pression. C'est son contrôle d'oxygène qui est au poignet. Et le problème, c'est que sans cet outil, il ne peut pas descendre plus. Il doit absolument arrêter sa progression à 250 mètres. Il était donc à seulement 20 mètres de son ami, qui était probablement en détresse. Don aperçoit la lumière de Dave, sauf qu'elle ne bouge pas. Là, il comprend tout de suite qu'il peut rien faire pour son ami et qu'il n'a pas d'autre choix que de remonter s'il veut survivre. Évidemment, sous l'eau comme à la surface, tout le monde s'inquiète. Les plongeurs communiquent avec des ardoises, pas de signe de Dave et pas de signe de Don non plus. Et à ce moment-là, en fait, Don, il est dépité. Il sait qu'il vient de perdre Dave, parce qu'à cette profondeur, rien ne se pardonne. Sauf qu'il a plus le temps de penser à ça, il doit sauver sa propre vie. Il remonte et se met à gérer manuellement sa concentration d'oxygène à partir de maintenant. Il ne faut surtout pas que Don se loupe. S'il gère mal sa concentration d'oxygène à de telles profondeurs, il perdra connaissance. Il a le temps de se retourner une dernière fois et voit que la lumière de Dave a totalement disparu dans l'obscurité. Don a désormais 30 mètres de plus de prévu au compteur, ce qui veut dire que son temps de décompression va augmenter et produire une réaction en chaîne pendant le processus de remontée. Et à ce moment-là, il va commencer à ressentir des nausées et des étourdissements. Et d'ailleurs, il vomit une fois, 2 fois et même 3 fois. Il continue de gérer son oxygène comme il peut dans un état lamentable. Et en fait là, il va utiliser ce qu'on appelle un recycleur d'air. En fait, c'est un système fermé où vous pouvez récupérer un peu d'oxygène que vous avez expiré. Don ne le sait pas encore, mais il remonte trop vite. Une petite bulle d'hélium commence à se former dans son oreille interne gauche. Et là, c'est absolument horrible. Il a l'impression d'avoir le cerveau dans une machine à laver comme il dit. Mais lui, il est déterminé à survivre, il continue de remonter. Le plongeur qui est parti le chercher plus tôt finit par le croiser à 120 mètres de profondeur. Don, en croisant ce plongeur, il va écrire sur une petite tablette « Dave, not coming back ». C'est-à-dire que Dave ne reviendra pas. Là, il est sûr, pour Dave, c'est fini. L'ardoise, elle est transmise aux autres plongeurs jusqu'à la surface. Dave est mort et Don est dans un sale état. Évidemment, tout le monde est sous le choc. L'urgence maintenant, c'est de s'occuper de Don, qui est sous l'eau pour encore 10 heures de décompression et qui est très mal en point. Il continue de vomir. Les plongeurs se relaient pour être avec lui et vérifier son état. Lorsque Don sort de l'eau, il est immédiatement transféré dans une capsule de saturation. Il n'aura heureusement aucune séquelle grave et il lui faudra 1 mois pour récupérer l'ensemble de ses facultés. Quelques jours après le drame, 2 plongeurs sont appelés au Bushman Hall pour retirer les lignes et les bonbonnes d'oxygène qui avaient été positionnées tout le long du Bushman Hall. Et en fait, le but, c'était de laisser un endroit quand même propre et de pas laisser des bouteilles, même avec tout ce qui s'était passé. Une fois dans l'eau, les 2 plongeurs venus en quelque sorte nettoyer l'endroit, eh bien, ils voient une 3e ligne et se demandent ce qu'elle fait là. La ligne va vers le haut, elle remonte à la surface. Et le plongeur décide de la laisser remonter. Et d'un coup, les 2 plongeurs voient 2 corps accrochés à cette corde remonter avec. Le corps de Dave s'est collé contre le plafond de la grotte, toujours sous l'eau. Et le corps sans tête de Dreyer est juste sous lui, accroché. Les 2 corps sont reliés avec la ligne de la lampe de Dave. Et donc le corps de Dave et de Dreyer ont fini par remonter. Mais ce qui attire l'attention évidemment, c'est la caméra que Dave avait à 270 mètres. On va peut-être comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Retour le 8 janvier 2005. Cette vidéo de la caméra de Dave, eh bien, elle est disponible évidemment partout sur internet. C'est la vidéo d'un gars qui va à 270 mètres de... Oh punaise. Je suis désolé que je n'ai pas appuyé sur stop là parce que je suis tellement... j'ai les frissons franchement à entendre ça. Je suis tellement terrifié, j'ai envie de dire ça comme ça, de cette histoire. Que franchement, je ne me l'attendais pas. Surtout quand tu te dis, putain, la première fois, tu as réussi. Et la deuxième fois, c'est abusé. À part, maintenant, les problèmes, c'est quoi? Est-ce qu'il est descendu trop vite? Est-ce qu'il a pris plus de temps que prévu? Après, bien sûr, un être humain peut avoir aussi ses malheurs. Hein. Attention, peut-être il a eu un malheur sous l'eau et c'était fatal. Mais comment ils ont fait pour remonter? Ça, c'est ma question. Profondeur et qui ne s'en sort pas. Et voici
ce qu'il s'est passé. Ce sont des vraies images. Dave a mis plus de 12 minutes à atteindre Dreyer. Il a sorti le sac mortuaire et a essayé de glisser d'abord les jambes de Dreyer dans le sac comme lors des entraînements. Le corps de Dreyer, qui devait être squelettique et simple à bouger, s'avère être littéralement momifié en une substance semblable à du savon. Dreyer, il ressemble en fait à une statue de cire savonneuse. C'est très bizarre. Son corps est gluant, glissant et tout mou. On appelle cette transformation qui arrive parfois l'adipocire ou gras de cadavre. En fait, c'est une réaction chimique avec la graisse et l'environnement. C'est une sorte de momification où vous devenez spongieux, mou, enfin c'est un peu dégueulasse, mais c'est ce qui s'est passé pour le corps de Dreyer. Et Dave, lui, quand il l'a vu la première fois, il avait pas vu que c'était comme ça. Ce qui va changer la donne, puisqu'il pensait tomber sur des os. Et lorsque Dave essaie de le bouger, le corps de Dreyer se soulève subitement vers lui. Il perd la tête. C'est-à-dire la tête de Dreyer, elle tombe. Un nuage opaque de particules brouille sa manœuvre et sa vue. Le corps de Dreyer se met à flotter, à tournoyer devant Dave. Et là, Dave, il va complètement paniquer. Second problème, en tournoyant, le corps de Dreyer se prend dans la ligne de la lampe torche de Dave. Et on n'explique pas pourquoi, lors de la première plongée de Dave, le corps de Dreyer était bloqué dans la boue, et là, il n'y était plus. Il était complètement sorti. Donc ça, on ne sait pas pourquoi. Alors que ça faisait 10 ans qu'il était bloqué dans la boue. Et là, en l'espace de quelques mois, il s'est retrouvé débloqué. À ce moment précis, pour Dave, c'est vraiment très compliqué. Il doit se démêler de Dreyer. Il est emmêlé avec lui. Les secondes défilent et il a du mal. Il décide de lâcher sa lampe torche et de laisser flotter le corps à côté de lui. Dunn dira plus tard que ce fut une erreur de lâcher sa torche. Que notamment un plongeur ne doit jamais lâcher son équipement. Et d'ailleurs, il comprend vraiment pas pourquoi Dave, il a fait ça. Peut-être la panique. Probablement. À ce moment-là, ça fait plus de 2 minutes que Dave tente de mettre Dreyer dans le sac mortuaire et plus de 3 minutes qu'il est au fond du Bushman Hall. Le stress augmente, sa respiration augmente, il voit mal, rien ne se passe comme prévu. Et là, ça devient vraiment critique pour lui. Dave sort une sorte de ciseau, il essaye de couper la ligne, mais il ne la trouve pas. Son rythme respiratoire continue encore d'augmenter. Il tremble à cause de la pression et de l'angoisse, sa respiration devient désespérée et le dioxyde de carbone commence à remplir ses poumons. Ça fait déjà 5 minutes que Dave est à 270 mètres de profondeur, à tenter de s'en sortir. D'un coup, il perd l'équilibre et tombe vers le corps de Dreyer. Il panique complètement. Il essaie encore d'utiliser les cisailles, mais sa respiration s'accélère. Il ne voit pas bien, il hyperventile et il ne trouve pas la corde qu'il doit couper. 1 minute plus tard, Dave perd connaissance et décède. Il s'est intoxiqué à cause du taux élevé de CO2 produit par ses efforts. Et en fait, dès sa mort, les gaz ont rempli son corps et l'ont fait gonfler, et il est remonté à la surface à cause de ça. Et finalement, Dave aura réussi à ramener Dreyer à sa famille au prix de sa vie. Cette fois-ci, on va partir en Égypte et cette histoire-là, vraiment, badass. Badass. Franchement, badass. Je me l'attendais pas du tout. Oh punaise. L'endroit s'appelle le Blue Hole. Le trou bleu. Le Blue Hole, c'est un célèbre site de plongée qui est en Égypte. Se trouve sur la côte est de la péninsule du Sinaï, à quelques kilomètres du nord de Dahab. Il s'agit d'un trou bleu de 124 mètres de profondeur qui s'est formé il y a des milliers d'années lorsque la mer a recouvert une cavité karstique souterraine. Le site est considéré comme l'un des plus beaux et mystérieux du monde, attirant des plongeurs du monde entier. Malheureusement, le Blue Hole est également considéré comme étant le site de plongée le plus dangereux du monde. Certains l'appellent même la cathédrale sous la mer, de par sa beauté, et d'autres l'appellent le cimetière des plongeurs, de par sa dangerosité. Les autorités locales ont dû restreindre les plongées du Blue Hole uniquement aux plongeurs les plus techniques et aguerris. Pour rappel, il y a à peu près 200 plongeurs qui ont perdu la vie là-dedans, depuis 20 ans. Mais ce qui attire surtout les plongeurs se trouve dans un puits de 50 mètres de profondeur qui offre un passage sous-marin vers la mer. Cet endroit, connu sous le nom de l'Arche, mesure 50 mètres de haut et 25 mètres de long. Pour les plongeurs, passer sous l'Arche constitue le summum de leur expérience. C'est comme gravir le mont Everest. La lumière provenant de la mer renforce l'impression de se trouver dans une cathédrale sous-marine. À la fin de l'effort, les plongeurs découvrent les abysses avec un tombant de plus de 700 mètres de profondeur dans le fond du golfe d'Aqaba. Sauf que le tunnel, il est traître parce qu'il ne mesure que 25 mètres de long. Il s'enfonce dangereusement sous la roche pour rejoindre la pleine mer. Le truc, c'est que lorsqu'on atteint de telles profondeurs, il faut respecter des paliers de décompression, comme vous le savez, pour revenir à la surface. Que le corps du plongeur se réhabitue à la pression, il faut donc prévoir des réserves d'oxygène conséquentes. Faut aussi prendre en compte le courant qui vous fait ralentir et qui va vous faire perdre du temps, parce qu'on n'est pas comme dans l'histoire d'avant. Et plus de courant il y a, plus d'efforts tu dois faire pour aller contre le courant, et plus d'air tu utilises. Donc plus dangereux automatiquement ça devient.
un trou où il n'y a pas de courant. Là, il y a la mer, donc ça bouge. Je vais vous parler d'un plongeur qui est allé dans cet endroit. Il s'appelle Yuri Lipski. Son nom, il est devenu tristement célèbre le 8 avril 2000 après qu'il ait filmé sa propre mort sur sa caméra. Yuri avait 22 ans. C'était un instructeur de plongée ultra expérimenté. Il voulait filmer l'arche du Blue Hole. Lorsque Tarek Omar, un plongeur technique du Blue Hole, en a discuté avec lui, il lui a dit qu'avant ça, il aurait besoin de 2 semaines de formation auprès de lui. Il lui a dit qu'on n'attaquait pas le Blue Hole comme ça, qu'il fallait s'entraîner, même pour les meilleurs. Sauf que Yuri, il était présent qu'un week-end et il a décliné l'offre de Tarek. Il a refusé l'entraînement. Il y a d'ailleurs une vidéo de 10 millions de vues qui montre les derniers moments de Yuri sur YouTube. Presque immédiatement, on le voit s'éloigner de son camarade de plongée et commencer à descendre rapidement. Trop rapidement. Omar dira, il était trop lourd pour son dispositif de flottabilité. Il précise que s'il avait enlevé seulement un petit appareil photo, son poids aurait été correct et il n'aurait pas coulé. Il passe le point où la narcose à l'azote s'installe à plus de 80 mètres. Et à partir de ce moment-là, il est sous le contrôle de la mer. La vidéo se termine 7 minutes après avec Yuri qui cogne les profondeurs dans une obscurité totale et qui bat une dernière fois son régulateur. Le lendemain matin, Omar part chercher Yuri à 92 mètres de profondeur. Il n'a pas survécu, évidemment. Cette histoire, elle prouve que l'entraînement, c'est primordial. Surtout pour des choses comme ça qui sont mais ça, extrêmement... c'est à mon avis aussi des personnes... C'est exactement ce que je vous ai dit tout au début de la vidéo. Si tu te tiens aux règles, il n'y a rien qui va se passer. Si tu te tiens aux règles à la base. On a vu que la première histoire, il s'est quand même entraîné lui aussi pour descendre à 200 et quelques mètres pour aller chercher le corps. Et que finalement, là aussi, il y a eu des problèmes que eux, ils n'ont pas calculés. Donc, ça peut toujours être dangereux. Absolument, je ne dis pas, ouais, mais non, mais plonger, c'est pas dangereux, etc. Ça peut toujours être dangereux, mais je dirais que dans ce cas-là, dans la deuxième histoire du Blue Hole, s'il aurait fait justement ces 2 semaines de formation, probablement ce dégât, cette tragédie ne serait pas arrivée, probablement. Difficile et très périlleuse et très mortelle, souvent. Le drame de Byford Dolphin. Ok, ça c'est à nouveau. Mais vous avez aussi des plongeurs professionnels à qui il est arrivé des choses avec un autre type de plongée. Notamment, il y a des plongeurs qui bossent pour des plateformes pétrolières. Ces plongeurs sont, d'après ce qu'on dit, les meilleurs du monde. Ils ont la plus grande technicité et une forme physique au top niveau. On appelle leur plongée la plongée à saturation. Et c'est un métier qui est extrêmement périlleux, mais qui doit être vraiment passionnant. Développé dans le cadre des États-Unis, dans le programme SEALAB de la marine au milieu des années 60, la plongée en saturation est une technique qui permet aux humains de vivre et de travailler à des profondeurs extrêmes pendant de longues périodes. Cette méthode de plongée est conçue pour surmonter le danger de la maladie de décompression, ce qu'on appelle aussi la maladie du caisson. Et alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est ces fameuses bulles de gaz qui peuvent se former si vous remontez trop vite, qui se forment dans votre corps et qui vont dans votre cerveau, votre oreille, votre colonne vertébrale, et qui font des dégâts énormes et qui peuvent vous tuer. Comme on l'a vu, pour éviter ça, les plongeurs doivent remonter lentement à la surface, en respectant les fameux paliers de décompression. Ça permet à l'azote d'être expulsé lentement et en toute sécurité de leur corps. En revanche, pour les longues plongées très profondes pour les compagnies offshore, cette technique, elle devient irréalisable, car les plongeurs devraient passer beaucoup trop de temps à décompresser plutôt qu'à travailler. C'est-à-dire que le plongeur à 100 mètres, il va rester 3 minutes et il va devoir remonter pendant 10 heures. Enfin, c'est chiant. Donc c'est pas possible. Mais il existe une autre technique. Avec la plongée en saturation, les plongeurs sont en pression continue. Ils passent même leurs heures de congé dans une chambre spéciale pressurisée et rejoignent leur lieu de travail, donc sous la mer, grâce à une cloche de plongée également pressurisée, connue sous le nom de capsule de transfert. En gros, ils sont en pression permanente pour justement s'éviter ces paliers à chaque fois. Ce serait pas possible sinon. Cette pratique signifie que peu importe combien de temps les plongeurs restent en dessous dans la mer, le temps de décompression requis reste le même. Les plongeurs en saturation ne décompressent qu'une seule fois à la fin de leur quart de travail, réduisant considérablement le risque de maladie de décompression. L'inconvénient est que cette décompression unique peut prendre jusqu'à 2 semaines. Il existe également d'autres dangers, y compris la narcose de l'azote. La narcose de l'azote, c'est une euphorie causée par la respiration de l'azote sous pression, que les plongeurs décrivent comme étant similaire à un fort taux d'alcoolémie. Côté boulot, les plongeurs des plateformes pétrolières font des tâches sous-marines, comme l'inspection, la maintenance et la réparation des structures sous-marines et des équipements associés à la production de pétrole et de gaz. Ils effectuent des inspections visuelles pour identifier les problèmes potentiels, comme des fuites de pétrole, et effectuent des réparations pour les résoudre. Les missions sont hyper variées, ils peuvent aussi installer du nouveau matériel ou récupérer
récupérer des débris par exemple. Et d'ailleurs 5 de ces plongeurs techniques ont perdu la vie en 83 dans des circonstances abominables. By4 Dolphin, c'est une plateforme pétrolière offshore semi-submersible construite par Aker Engineering d'Oslo en 74. Elle pèse plus de 3000 tonnes et elle est habitée par un équipage de 100 personnes. Elle est capable de forer dans les eaux jusqu'à 460 mètres de profondeur. Pour permettre la construction et l'entretien de la tête de puits à ces profondeurs, la plateforme a été équipée d'un système sophistiqué de plongée en saturation. Ce système est d'ailleurs construit par la société française Comex. Non, parce que pour que vous compreniez bien, les plongeurs en saturation, en fait, ils vont rester en pression tout le temps. C'est-à-dire que quand ils reviennent sur la plateforme, ils sont dans des caissons, ils restent à vivre dans les caissons pendant plusieurs semaines. Nous sommes le samedi 5 novembre 1983. C'est comme faire en fait les pauses, seulement qu'ils font la pause en surface, au lieu de le faire sous l'eau. Procédure de routine sur By4 Dolphin doit être effectuée. L'équipe de plongée se compose de Edwin Arthur, Roy Lucas, Björn Bergensen, Truls Elvik, et ils sont assistés par les sous-missionnaires William Grammon et Martin Sander. Et chacun d'eux connaît le matériel sur le bout des doigts pour gérer cet endroit hostile que la lumière du soleil n'atteint jamais, je précise. Et ce jour-là, la plateforme est en train de forer dans le champ de gaz de Frigg. C'est dans le nord de la mer du Nord. À 4h du matin, les plongeurs britanniques Edwin Conward et Roy Lucas se reposent dans la chambre de plongée, pendant que les Norvégiens viennent à peine de terminer leur quart de travail et se trouvent dans la capsule de transfert. La capsule de transfert est remontée à la surface et harnachée à la chambre de plongée. Ça, c'est la capsule de transfert. Ce qui permet aux 2 plongeurs norvégiens de passer par un tronc court pour rejoindre Coward et Lucas dans la chambre de plongée. Un tronc court, c'est une sorte de tunnel. La procédure standard est de sceller d'abord le tunnel de transfert et d'isoler la chambre afin de garantir la sécurité de tous les plongeurs. Sauf que là, tout ne va pas se passer comme prévu. Avant qu'Elvik ne puisse refermer la trappe de la chambre de plongée, Grammon relâche accidentellement la pince qui fixait la capsule au tunnel de transfert. Le sous-marin avec les 5 plongeurs perd sa flottabilité et remonte vite, beaucoup trop vite. La décompression est là. On essaie de contacter les plongeurs, mais personne ne répond. Dans un même temps, la capsule a violemment décompressé et s'est éloignée du tunnel de transfert. Grammon meurt sur le coup et Sander est grièvement blessé. Et à l'intérieur de la chambre de plongée, la pression a chuté instantanément de 9 atmosphères à 1 atmosphère. Elvik, qui était accroupi dans le coffre, a été déchiré. Son corps s'est atomisé en plusieurs parties, que l'on retrouvera un petit peu partout dans la chambre de saturation. Un observateur va même décrire la découverte de son foie. Il dira, il était complet comme si on l'avait disséqué hors de son corps, tandis qu'une partie de sa colonne vertébrale a été trouvée à 10 mètres au-dessus de la chambre, à côté du dispositif de forage. C'est-à-dire que, en fait, à l'intérieur, les gens, ils ont littéralement implosé. Faut imaginer qu'ils étaient pressurisés. Parce qu'il y avait de la compression, et donc vu que cette compression a été lâchée, c'est comme si une bombe dedans, il y aurait a tout éclaté. Donc un corps ne peut pas tenir cette pression et se déchire en l'espace de quelques secondes. Oh là là. La pression était comme ça, et d'un coup, on tire. Et bien, c'est comme si on vous écartelait chaque centimètre carré de votre corps. Voilà. Coward, Lucas et Bergensen sont aussi morts instantanément. L'autopsie ont révélé des masses de graisse blanche obstruant leurs artères et leurs veines. Et on aurait dit qu'ils avaient été comme cuits. Évidemment, comme vous pouvez le deviner, les corps sont dans un état terrifiant. Je ne vais évidemment pas mettre d'image de ça, même si on peut en trouver. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'aucun d'eux n'a souffert. Ils sont décédés en une fraction de seconde et n'ont pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit. Ils diront même que c'est peut-être la mort la plus brutale qui puisse exister. Je pense aussi. L'intérieur conclura que l'accident... Bordel, tu te rends compte ? Enfin, c'est... Ok, il dit qu'ils se sont probablement pas rendus compte ou quoi que ce soit, mais punaise. Oh non. A été causé par une erreur humaine. On ne sait pas vraiment pourquoi William Grammon a relâché la pince avant que la chambre ne soit fermée. Probablement une erreur. Les enquêteurs ont soupçonné qu'une combinaison de fatigue et de bruit pourrait avoir conduit à une mauvaise communication fatale. Évidemment, depuis, ce système, il a été arrangé et on a mis des sécurités pour éviter que ça se reproduise, évidemment. L'histoire... C'est quand même triste que des choses doivent se passer pour après corriger l'erreur. C'est quand même triste. Pourquoi tu fais pas tout de suite ce genre de truc ? Lemons. L'histoire de Chris Lemons, c'est aussi une histoire complètement folle, comme vous allez pouvoir le constater. Chris Lemons, c'est un plongeur professionnel en haute mer de 32 ans, généralement absent de chez lui pendant 4 semaines, plusieurs fois par an. Cette fois, Chris a un travail de remplacement de conduit d'huile au fond de la mer du Nord, à plus de 120 mètres dans le nord-est de l'Écosse. Ce jour-là, en septembre 2012, il se prépare comme à son habitude et dit à sa fiancée Morgan Martin « Ne t'inquiète pas, c'est un environnement soigneusement contrôlé ». Selon lui, les plongeurs en mer du Nord ont probablement les normes de sécurité les plus élevées au monde. Pour ce remplacement, Chris, il fait partie d'une équipe de 3 hommes partageant la chambre de saturation avec 3 autres équipes pendant 1 mois à bord du navire Topaz. Chris, il est super content parce qu'il sait qu'il va travailler avec quelqu'un qu'il apprécie,
Duncan. Duncan, il a 50 ans, c'est un plongeur reconnu. Il exerce depuis 17 ans en mer du Nord. Et Chris, lui, il le considère comme son mentor. Duncan est très bienveillant et a toujours soutenu Chris. Il lui donne beaucoup de conseils et l'éloigne des erreurs. Le troisième membre de leur équipe est David Youssa. Là encore, c'est un très grand plongeur pro dont la réputation n'est plus à faire. Durant les 3 premiers Je jours, sens que ce David a fait de la merde. les hommes ne plongent pas et attendent qu'on les appelle. Ils parlent de tout et de rien dans leur chambre. Chris leur parle notamment de sa future maison avec sa fiancée. Les appels téléphoniques sont compliqués car sous pression, les hommes ont la voix déformée avec l'hélium. Et en fait, ils parlent un petit peu comme ça, comme si je respirais dans cette machine. Ils ont cette voix, donc c'est très compliqué pour parler. Au début, ça fait rigoler comme ils disent, mais après, Après, il s'y habitue et c'était un petit peu chiant. Le 18 septembre, un Ok. peu avant 21h, c'est au tour de l'équipe de Chris, David et Duncan de plonger. Et les 3 plongeurs sont transférés dans une cloche de plongée. Cette fameuse cloche dans laquelle ils sont est positionnée à 76 mètres de profondeur, sous le bateau. À la surface, le vent souffle environ à 35 km/h, mais le bateau n'a pas besoin d'encre. Il est équipé d'un système de positionnement dynamique, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui le contrôle complètement. Pour Duncan, le travail s'annonce routinier, rien d'inhabituel. La cloche de plongée finit par déposer Chris et David. Ils descendent à 15 mètres de plus pour remplacer un tuyau sur une structure reposant sur le fond marin. Ils sont reliés à la cloche de plongée par des cordons ombilicaux attachés directement à leur combinaison. En fait, ces cordons, on appelle aussi ça des narguilés, parce que ça ressemble à une chicha, un tube de chicha. Ce sont 2 tubes renforcés avec une corde d'acier qui fournissent à Chris et David l'air nécessaire, mais ça leur fournit aussi un moyen de communication, de l'électricité pour les lampes et les caméras, et surtout pour les casques, et de l'eau chaude pour garder leur combinaison à une bonne température. L'eau Ok. qui est à peu près à 3 degrés ne ferait pas de vieux os avec eux. Et ce Ouais, jour-là, bah oui. en fait, le travail de Duncan, c'est de rester dans la cloche et de donner à ses coéquipiers du mou ou de tirer. Chris et David, ils vont commencer à travailler avec leurs clés et leurs outils, à quelques mètres l'un de l'autre, au pied de cette fameuse structure qu'ils doivent réparer. Et jusque-là, tout se passe bien dans les profondeurs de la mer du Nord. D'un coup, là-haut, les moniteurs du bateau sonnent. Les jauges vertes se mettent à virer à l'orange. Le superviseur de plongée Craig Federick n'a jamais vu ça. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, c'est la panique. En fait, le problème, il est extrêmement grave et il va le comprendre très vite. Le bateau est maintenant à la dérive et il va bientôt traîner avec lui Chris et David qui sont à 76 mètres de profondeur. Et ils sont accrochés au bateau, je vous le rappelle, ils sont pas en totale autonomie. Et là, Craig, il va tout de suite donner le signal aux plongeurs en leur disant « Laissez immédiatement vos outils, revenez tout de suite à la cloche, maintenant ». La demande, elle est très inhabituelle et les 2 plongeurs comprennent qu'un truc ne tourne pas rond. Ils remontent immédiatement en grimpant leur cordon ombilical pour rejoindre la cloche où Duncan les attend. En parallèle, Duncan suit les directives et commence aussi à tirer de son côté les cordons. Pendant qu'il grimpe, Chris ne voit pas les lumières de la cloche. Il n'y a que de l'obscurité tout autour de lui. Il se demande mais où est passée la cloche? Il est perdu. Et d'un coup, il sent son cordon tiré. Duncan voit aussi que le cordon de Chris se tend. Craig lui demande de lâcher du mou, mais Duncan lui répond qu'il ne peut pas. La tension dans le câble monte de plus en plus. Les hommes sous l'eau ne comprennent pas ce qui se passe. Et la galère n'est pas terminée. Le cordon de Chris est maintenant emmêlé avec un autre câble en acier. Sauf que tout va trop vite. Il essaie de se démêler, mais c'est de pire en pire. David voit que Chris est bloqué. Il décide de redescendre pour l'aider. Il lutte contre l'eau pour le rejoindre. Il réussit pratiquement à atteindre la main de Chris, mais David est tiré d'un coup par son cordon vers l'obscurité et les abysses. Et là, il raconte que c'est comme dans un film, c'est-à-dire qu'il voit le regard de son collègue, ami, partir comme ça au loin, dans les abysses, traîné par la force du câble qu'il a envoyé dans le fond. Le problème dans le problème, c'est que le câble d'alimentation en air de Chris vient de rompre. C'est ce que craignait Duncan, qui lui continue de tenter de lâcher du mou maintenant, en désespoir. Je vous rappelle que là, actuellement, il est dans l'obscurité la plus totale, à peu près 80 mètres de profondeur. Il est plus alimenté par la cloche. Normalement, il y a le cordon. Ce cordon a lâché. Il a seulement ces petites réserves d'oxygène qui durent 5-6 minutes maximum. Et il va devoir s'en sortir. Sa combinaison commence également à se refroidir parce qu'il n'y a plus le système pour le réchauffer. Ouais. Les lumières de sa combinaison s'éteignent les unes après les autres. Sa radio ne fonctionne plus. Bref, il est aveugle, dans le froid et presque sans oxygène, à 80 mètres de profondeur. Duncan, pendant ce temps, se met à retirer le cordon, espérant que Chris soit au bout. Mais rien. Quand il arrive au bout, il voit que le cordon est cassé et il finit par couper l'oxygène, ce qui signifie souvent la mort du plongeur. En l'occurrence, celle de Chris. Chris, lui, qui est tout seul au fond de l'eau, tente de lutter pour sa survie dans l'obscurité. Il a une balise sur sa combinaison, le navire peut le retrouver, il doit tenir bon. Il sait aussi qu'en s'approchant du sommet du collecteur, il augmentera ses chances d'être retrouvé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille se mettre au-dessus de la structure pour qu'on le récupère facilement. Le problème, c'est qu'il ne voit plus rien. Et s'il se met à marcher dans la mauvaise direction, il est perdu.
Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il finit par prendre une direction au hasard. De toute façon, il a plus rien à perdre. Il faut qu'il retrouve la structure et qu'il monte tout en haut pour qu'on le retrouve facilement. Le problème, c'est qu'à la surface, la situation est catastrophique. Le bateau zigzague au milieu d'une tempête. Le navire est presque à 700 mètres maintenant de la position de merde. Chris. L'équipage entier lutte pour que le bateau revienne en Mais arrière. là, je me pose la question. Ils ont des radars super sophistiqués, là. Ils peuvent voir même le minimum de trucs arriver, machin. Et ils ont pas vu arriver ça. Hein. Mais bordel! Mais comment? Mais pourquoi? À 80 mètres de profondeur, Chris sent sa poitrine se resserrer à mesure que l'oxygène baisse. Il pense à sa femme et il se dit que ça y est, il va finir ici seul et qu'il n'aura jamais d'enfant. Et à ce moment-là, en fait, il va perdre progressivement connaissance. Craig, qui est dans le bateau, ordonne qu'un sous-marin télécommandé dans le navire parte voir où est Chris et surtout voir s'il est encore en vie. L'engin est envoyé, il finit par trouver Chris. Et ces images que vous voyez sont totalement vraies. Sauf que là, on ne sait pas s'il est encore en vie, s'il fait des signes à la caméra, si ce sont les remous qui le font bouger, ou bien s'il est en train de convulser. Ça fait plus de 16 minutes qu'il ne peut plus respirer à ce moment-là. La position de Chris est immédiatement donnée à Duncan et David, qui eux évidemment se trouvent toujours dans la cloche. David est prêt à aller chercher Chris, ou en tout cas son corps. Plus de 25 minutes viennent de s'écouler à présent, et Chris est toujours allongé au fond de la mer du Nord. Finalement, David arrive à rejoindre Chris assez rapidement. Il voit qu'il y a de l'eau dans son casque, ce qui n'est pas très bon. David réussit à remonter Chris jusqu'à la cloche, finalement. Duncan prend le relais et décide en urgence de lui faire du bouche à bouche. Même si pour lui c'est impossible de survivre autant de temps sans oxygène. Et sans parler de l'hypothermie, hein. Il faisait 3 degrés. Le visage de Chris est aussi bleu qu'un jean. Sauf que là, un miracle se produit, on peut le dire. Après le bouche à bouche de Duncan, Chris a immédiatement ouvert les yeux. Il est vivant. On le met immédiatement dans la salle de saturation du navire. Des analyses sur sa santé sont menées par la suite. Et miraculeusement, il n'aura aucune séquelle ni physique ni neurologique. Bon là on se dit que Chris il va arrêter, voilà, il a vécu un enfer, il est presque mort, il va aller cultiver des navets dans un potager. Pas du tout. 3 semaines plus tard, Chris, Duncan et David repartent en mer du Nord, terminé. Encore? Non mais là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce genre de personnes, tu peux pas leur dire d'arrêter parce que ce genre de personnes, ils ont toujours besoin de, comment dire, d'avoir ce challenge. Il faut absolument que je le fasse, etc. Mais attention. Après, on ne peut pas juger la personne, hein. Donc on ne peut pas le juger s'ils se sont prêts de retourner. Peut-être c'est aussi son job, hein. Donc il faut dire ça aussi d'un côté. C'est son job, c'est peut-être vital qu'il garde son job. On ne sait pas certainement la circonstance. Certes, nous, on se dit, mais quel con, putain, mais tu ne pouvais pas rester chez toi à la maison. Ouais, mais bon, c'est facile de le dire, hein. C'est facile de le dire. Après, quand il y a ton existence, c'est comme si on vous dit d'aujourd'hui à demain, lâche ton job, tu gagnes plus rien, tu gagnes plus d'argent parce que voilà, tu peux plus faire ton job. Comment tu vas faire? Si tu as des trucs à payer, machin, ça c'est des genres de trucs, on se pose pas la question là au moment là. Mais là, à ce moment-là, j'allais dire mais t'es con ou quoi? Mais après je me dis, je sais pas comment c'était vraiment la situation avec le job, etc. Meilleure mission, Chris est encore aujourd'hui plongeur professionnel. Il s'est marié, a eu un enfant. Super. Et il vit même en France. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, moi je trouve ça incroyable ton histoire. Je ne suis pas sûr que cette vidéo aura soigné la thalassophobie de certains. Incroyable. En tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié. Incroyable. N'oubliez pas les petits pouces, vous savez, ça aide beaucoup. Merci à tous. Je vous dis au revoir pour de Vraiment nouvelles incroyable. aventures. Et n'oubliez pas, quand vous allez dans l'eau, mouillez-vous la nuque. Incroyable, franchement. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Franchement, incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble. Désolé. Vraiment incroyable. Waouh, beaucoup d'histoires où tu te dis oh lolo, et la fin, c'était vraiment incroyable. Franchement, chapeau à lui. Hein. Moi, je croyais que voilà, ça y est, il est retourné. Il y a eu encore une fois une couille et cette fois-ci, il n'est pas revenu. Franchement, courage à lui. Hein. Moi, personnellement, si j'aurais eu ça, je serais pas allé. Moi, je serais pas allé. Non, vas-y, toi. Non, moi, je vais pas. Moi, je reste là. Sinon, pour le reste, très dommage aussi pour la première histoire qui a voulu sauver j'ai envie de dire garçon, parce qu'il avait quand même 20 ans quand il est décédé dans ce trou, j'ai envie de dire, en Afrique du Sud. Très dommage. Déjà parce que la première fois, il a réussi à retourner et tout. La deuxième fois, il n'a pas réussi parce qu'ils ont mal calculé des trucs. Ça m'a vraiment fait des frissons partout. Dommage. Hein, vraiment des histoires où tu te dis, ça aurait pu être évité.
Je sais pas. Je sais pas. Le premier, en tous les cas, c'est comme je vous avais dit. Moi, j'aurais pris un. Je sais pas, j'aurais demandé à son père, prends le sous-marin et vas-y. Je veux dire, mais voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est des genres de personnes, ils veulent le record, ils veulent se montrer, ils veulent. Et ce genre de personnes sont toujours à la base, vivent à la base toujours dangereux. C'est la même chose quand tu dis on va dire, un pilote de Formule 1. Normalement, ils le font pas, mais seulement pour vous dire. Un pilote de Formule 1 en privé de ne pas rouler à 300 à l'heure sur les routes parce que c'est dangereux et bim, il meurt d'un accident mortel avec la voiture. Et là, tu te dis aussi, ouais, mais bon, il roule en Formule 1, c'est normal, tu peux pas lui dire. Et là aussi, c'est la même chose. Il veut le challenge, il veut sentir la vitesse, il veut sentir ce truc. Ouais, regarde comment ça va vite et tout. Et que très probablement, ça peut arriver à des drames, même à des conducteurs, ou mieux dire des pilotes Formule 1. Hein. Donc, combien de drames on a eu déjà en Formule 1, par exemple? C'est la même chose, hein, ou combien d'accidents il y a eu en Formule 1 et après, ils sont revenus encore une fois en Formule 1 et ils ont refait une course où tu te dis, ah ouais, quand même, hein, par exemple, le premier qui me vient en tête, c'est Niki Lauda. Hein, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, une légende de la Formule 1, où il y a eu l'accident justement en Formule 1 quand il a pris feu, où justement son visage a été complètement défiguré du feu. Hein. À ce moment-là, chaque, on va dire, personne normale se dit, je vais plus conduire de la Formule 1. Ah non, mais frère, je me suis presque brûlé, j'ai presque perdu ma vie. Eh bien, Niki Lauda, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en Formule 1. Il a gagné après des champions du monde, et il est devenu après champion du monde, etc. Ok. Mais quand même, chapeau, hein. Vous voyez, donc il y a, et tu pouvais pas dire à Niki Lauda, non, toi tu vas pas, toi tu restes ici, etc. Il faut voir vraiment le film. Je vous invite vraiment d'aller le regarder. Niki Lauda, il s'appelle le film, vraiment incroyable. Et là, vous comprenez un tout petit peu que ce genre de personnes qui vivent ce job, j'ai envie de dire, hein, parce que finalement c'est un job, ben ils font le truc à fond. Ça leur intéresse pas que, voilà, ils peuvent perdre leur vie. Ils le savent, mais ils le font quand même. Et donc là, dans les plongeurs, enfin chez les plongeurs, c'est la même chose. Hein. Eux, ils savent que ça peut être dangereux, mais ils le font quand même. Voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et sur ce, c'était tout. Allez, salut à vous tous. Peace.